Alors, pour répondre à vos questions, obligation des employeurs. Donc, il y a quelques articles dans le Code du travail. Alors là, on est assureur obligatoire. On ne va pas jouer l'inspection du travail ou le motard de la police de la route. Hein, mais sachez que l'employeur a interdiction de laisser entrer des personnes en état d'ivresse dans son établissement. Donc là, on n'est pas sur les postes à risque ou les postes conducteurs d'engin. Là, c'est interdiction de laisser entrer des personnes. Vous êtes légitime. Par contre, la problématique bien souvent rencontrée, c'est on est dans la perception. Il faut être en capacité de le prouver que la personne est sous l'emprise d'une substance. Donc, il y a obligation un petit peu de travailler sur des protocoles qui peuvent conforter le règlement intérieur. Déjà, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai dans mon règlement intérieur? Est-ce que j'ai un règlement intérieur déjà? Ça pose une question, c'est qu'une personne qui arrive en état d'ivresse, si on lui interdit de rentrer, elle repart avec sa voiture. Alors, on va y revenir. On va y revenir, parce que maintenant, si vous voulez, c'est pour ça qu'on parle de protocole dans la démarche de prévention, parce que même en tant que particulier, vous laissez un ami, après une réception, prendre son volant, vous pouvez être incriminé s'il y a un problème. Alors imaginez en tant qu'employeur, vous laissez prendre le SMI ou la voiture d'entreprise ou un engin et qu'il y a un accident, ou qui repart en disant rentre chez toi. Comment vous pouvez ne pas être impliqué, malheureusement, dans cette prise de décision? Il faut rappeler quand même que vous pouvez avoir des atouts, mais encore faut-il les mettre en place dans l'entreprise et le faire connaître à tous les salariés, hein, de manière à ne pas stigmatiser ou agir quand il y a une crise dans l'établissement, en fait. Alors, vous avez des règles, des possibilités de prendre des mesures pour l'alcool, parce que c'est clairement cité dans le Code du travail. Par contre, vis-à-vis des stupéfiants, vous n'avez rien qui apparaît dans le Code du travail. D'où, par le biais, la médecine du travail vous a évoqué les possibilités de trouver ou détecter que quelqu'un est sous l'emprise de l'alcool ou du cannabis. Et donc, par ce biais-là, vous pouvez intervenir. Encore faut-il que ça apparaisse dans le règlement intérieur, j'insiste. Et dans le règlement intérieur, vous pouvez le soumettre à l'inspection du travail parce qu'il y a des dispositions aussi. On ne propose pas un dépistage. Il y a comme ça, il y a des possibilités. Il faut que la personne puisse être isolée. Et puis après, il y a est-ce qu'elle reconnaît ou pas qu'elle a pris une substance? Donc, on va y revenir. Sur la question que vous évoquez, bah ouais, mais on détecte quelqu'un qui a consommé de l'alcool avant d'entrer dans l'entreprise, et donc qu'est-ce que je fais, quoi? Il doit retourner chez lui. Effectivement, le fait d'y réfléchir bien en amont, vous allez vous poser automatiquement la question. Le fait de vous poser la question, vous allez de toute façon y apporter des éléments de réponse. Et je peux d'ores et déjà vous orienter sur la réponse que vous allez certainement apporter. Ce ne sera pas la mienne, mais la vôtre, bien évidemment. Il est fort à parier que vous allez certainement vous organiser pour faire accompagner votre salarié, effectivement, chez lui. Parce que vous aurez une crainte, effectivement, qu'il lui arrive quelque chose sur le trajet retour, au même titre, comme le disait tout à l'heure Vincent, que vous auriez une crainte que l'un de vos amis qui, à l'issue d'une soirée, reprendra sa voiture, c'est exactement la même chose. Mais en tout cas, le fait d'y avoir pensé avant, d'avoir déterminé, d'avoir défini un protocole, va vous permettre de répondre effectivement à une situation et ne pas réagir dans l'urgence face à quelque chose auquel vous n'auriez jamais réfléchi. Et c'est ça en fait le véritable enjeu. C'est bien de tenter d'anticiper le plus en amont possible, tout en sachant de toute façon que vous aurez beau anticiper un maximum de choses, vous aurez toujours une part d'aléa auquel vous n'aurez jamais vous n'aurez jamais que vous n'aurez jamais soupçonné, pardon, et qu'il vous faudra de toute façon répondre le moment venu. Mais essayez effectivement de définir ces fameux protocoles adossés à votre règlement intérieur. C'est capital.
Alors, je n'ai pas répondu immédiatement à votre question parce que justement, c'est dans ces protocoles qu'on se pose les questions. Qui paye le taxi? Qui raccompagne la personne? Il y a des entreprises qui se sont posées la question en disant oui, mais je le laisse cuver dans son vin, excusez-moi l'expression, et il s'étouffe dans le vomi. Dans une salle attenante au lieu de production. Imaginez ce que le rififi que ça peut faire si on retrouve en tant qu'accident du travail responsabilité. On lui dit ben, rentre chez toi, il prend sa voiture. Voilà, donc on commande un taxi. On dit au chef d'équipe ah, bah, tu le ramènes. Et puis le chef d'équipe le ramène et entre-temps il y a un accident, il n'y avait plus d'encadrement sur le lieu de production. Parce que j'ai attiré votre attention, ça peut se passer en équipe de nuit. Donc en fait, toutes les entreprises, et certaines entreprises, elles se sont posées ces sujets. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on avertit le cadre? Est-ce qu'il y a un cadre de permanence sur le site au moment où on se pose des questions? Est-ce que la personne reconnaît? Comment on le soustrait au risque? Est-ce qu'on lui laisse conduire? Vous voyez, c'est toutes ces questions, mais en amont. Parce qu'en fait, quand on est sur la démarche de prévention, on quitte la délation. On est là pour venir en aide à la personne, pour sa sécurité et pour la sécurité des autres. Donc c'est pour ça, les obligations de l'employeur, c'est déjà, on rappelle, c'est assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de tous ses salariés. Hein, donc aussi, c'est les protections du salarié qui est touché, mais aussi des autres. Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut envoyer un autre salarié ramener quelqu'un? Non, parce que s'il y a un accident Voilà, qui se produit en route, eh ben, ça posera un problème aussi pour l'entreprise. Ah oui, tout à Il n'y a fait. que les pompiers, en fait. Alors vous pouvez demander à la famille, éventuellement, de venir chercher la personne. Ou alors, il faut médicaliser le transport. Et alors, si vous renvoyez la personne chez elle, il faut que vous vous assuriez qu'il y ait bien quelqu'un pour la réceptionner, parce que, même chose, imaginez que la personne soit dépressive, puis qu'elle se mette la corde au cou en arrivant chez elle, ou qu'elle fasse un malaise. Donc il faut aussi prévoir comment ça va se passer à la maison, et puis au cas où il n'y a pas tous ces petits éléments-là possibles, ben, à ce moment-là, il faut envoyer les gens pour avis médical, on les envoie aux urgences, hein, j'ai déjà eu le cas. Donc on met la personne dans un transport sanitaire, et hop, on la transporte aux urgences. Et ils vont juger sur place s'il faut la prendre en charge un moment avant de la laisser repartir, et puis s'occuper des soins. Mais il ne faut surtout pas demander à quelqu'un de l'entreprise de transporter quelqu'un. D'ailleurs, un blessé quel qu'il soit, d'ailleurs, parce que en cas de problème, bah, c'est l'employeur qui prend toutes les responsabilités. Le renvoyer chez lui sans précaution, c'est non-assistance à personne en danger aussi. Enfin, nous, on est confrontés à des petites coupures et effectivement, appeler les pompiers pour ça. Oui, c'est embêtant, mais enfin, des petites coupures encore, je dirais, mais il y a des choses, on voit des gens qui par exemple, avec des fractures qui sont transportées par des employeurs. Enfin, des choses comme ça, on en voit. Hein, parce qu'on dit, ben, on va pas attendre les transports, ou il y a une histoire de coûts, enfin des choses comme ça qui peuvent intervenir. Moi, je pense que ça vient d'être évoqué tout à l'heure, on peut raisonner de la même façon qu'un accident de travail. Oui. Quand il y a un accident de travail, c'est des entreprises utilisatrices qui s'en occupent au départ, même si ensuite l'accident de travail est traité par l'employeur, agent de sécurité. Dans une phase effectivement aiguë, il y a effectivement les enjeux juridiques, on ne peut pas les ignorer, mais il y a surtout la réaction face à une situation qu'il faut traiter, quoi, sur un plan médical et sur le plan de la santé et de la sécurité au travail en tant que tel. C'est de l'urgence. Exactement, C'est ça, ouais. exactement, c'est ça. Ouais. C'est tout à fait ça, vous l'avez bien résumé. Et puis il faut aussi préciser que état trouble du comportement ou état ébrieux manifeste, c'est pas systématiquement de l'alcool ou des substances psychotropes ou des médicaments, ça peut être aussi une pathologie, ça peut être un diabétique qui fait une hypoglycémie, ça peut être une personne qui fait un AVC, ça peut être une personne qui a un trouble psychique qui décompense, enfin il y a des tas de circonstances qui peuvent apparaître comme étant un problème d'ébriété, mais qui n'en sont pas en réalité. Donc il y a cet aspect aussi à
à bien prendre en compte, en fait. Je peux vous citer un exemple que j'ai rencontré dans l'industrie, mais ça remonte à pas mal d'années. Une personne qui, à chaque... je la voyais arriver au sein de l'entreprise, et donc elle marchait en titubant, effectivement, et donc tout le monde pensait qu'elle avait consommé de l'alcool. Alors une fois, deux fois, trois fois, ça commençait à faire beaucoup. Puis en fait, en creusant un petit peu, c'est vrai que malheureusement, ce monsieur était atteint de sclérose en plaques. Il avait donc de grosses difficultés effectivement à se déplacer, il titubait. Mais on était très très loin effectivement d'une surconsommation d'alcool s'il s'agissait d'une toute autre pathologie. Donc oui, quelquefois on a aussi des a priori. Des préjugés. Bon, ce qui ne veut pas dire que faut être vigilant, pas toujours rester.